Bienvenue pour ce track Green Finance, probablement un des tracks les plus attendus de cette 6e édition de Future of Finance. Pourquoi ? Forcément poussé par les investisseurs, par l'interne, par les différentes parties prenantes de l'entreprise, la fonction finance est en train de s'organiser pour répondre à ces grands enjeux, ces enjeux clés. Pour en parler, Julien Rivals, associé spécialisé des démarches de développement durable. Ça fait plus de 15 ans qu'il traite de ces sujets. À ses côtés, Romain Descoux, associé spécialisé dans la transformation de la fonction finance, avec notamment une partie outils qui va être prépondérante. Alors, je vais commencer par toi, Julien. Pourquoi les CFO sont particulièrement concernés par cette évolution, j'ai envie de dire cette révolution ? Pour une raison très simple, Loïc, et assez évidente, c'est qu'on a besoin d'eux. Ouais. Voilà, ce qu'on appelle sustainability, l'ESG, les sujets de changement climatique ont besoin maintenant des compétences des directions financières. Alors la question, c'est finalement pourquoi on a besoin pourquoi on a besoin de ces compétences ? Je dirais pour 4 grandes raisons. Le premier, c'est qu'un grand nombre d'entreprises ont pris des engagements extrêmement forts sur le climat notamment, mais aussi sur d'autres enjeux ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il faut suivre cette performance, il faut la piloter. Donc il y a un enjeu majeur de pilotage de cette performance. Les compétences de tous ceux qui n'ont pas démérité jusqu'à présent en sustainability, en RH, etc. sont nécessaires, mais il faut avoir des compétences de plus, de contrôle de gestion, de pilotage. Pilotage concret, c'est là où la fonction finance prend un rôle particulier. La deuxième raison, c'est une raison réglementaire. Ouais. On parlait jusqu'à présent d'informations extra-financières. Aujourd'hui, on parle d'informations ESG. C'est pas pour rien. Les mots ont un sens. Quelle différence parce qu'aujourd'hui, dans l'information ESG, il y a des informations financières. Par exemple, dans la nouvelle réglementation sur la taxonomie, le but est de publier des indicateurs, des ratios verts, de chiffre d'affaires verts, de CAPEX, d'OPEX verts. Et donc, c'est bien des chiffres financiers sur une matière qui est ESG qu'il faut produire. Donc, il y a besoin de compétences de direction financière. Ça, c'est produire et qui va être audité. Là, tu prends ta deuxième casquette. On a le temps. D'ailleurs, d'abord, mettons en place. On verra dans un deuxième temps la fiabilisation. Mais il y a un enjeu de fait de fiabilisation de ces informations qui est grandissante puisqu'elles sont de plus en plus importantes. Je vous rappelle que ces ratios sont utilisés de plus en plus par les investisseurs, sont parfois, alors les ratios financiers green vont l'être certainement demain, mais plus largement l'ensemble des informations ESG sont utilisées dans le cadre de crédit, par exemple, de négociation de crédit, pour le financement, dans les bonus des dirigeants ou des top managers. Donc là, on voit bien qu'il y a un lien financier sur ces sujets ESG. Donc ça, c'est la deuxième raison, elle est donc réglementaire. Pilotage de la performance, première raison. Deuxième raison, lié au réglementaire. La troisième raison, c'est l'attente absolument évidente aujourd'hui de tous les investisseurs. Il y a un mouvement d'intégration des critères ESG chez tous les grands investisseurs. Et donc, ce qui était avant traité à part dans les relations investisseurs, les roadshows ISR, etc., qui étaient faits souvent par les directions développement durable, maintenant devient cœur de métier des relations investisseurs. Et puis la dernière raison, elle n'est pas anodine, c'est qu'avec ces grands engagements, notamment sur le climat, se pose la question de l'impact sur les états financiers de ces engagements, de ces prises de décision, par exemple net zéro. On veut être net zéro en 2050, il va falloir une feuille de route de sortie, de transformation de l'entreprise. Quel est l'impact sur les comptes ? Est-ce que ça a un impact sur les comptes, sur les états financiers ? Et donc là, on voit bien qu'il faut les compétences des directions financières, sans aucun doute. Bon, donc on comprend le momentum. Merci Julien. Romain, ça signifie quoi concrètement pour les directions financières en termes d'organisation, de processus, de people ? Alors tu l'as dit Loïc, la première chose, c'est les personnes. Et donc il va falloir sensibiliser les personnes des directions financières à ces sujets-là. Julien en a parlé. On est sur des sujets complexes. Et donc au-delà de la sensibilisation, il va falloir les former. Une fois que ces personnes sont... Sensibiliser les équipes qui ne sont pas formées, on va être clair, au développement durable. Quand on est comptable, contrôleur de gestion... Exactement. Mais ça fait partie des compétences qu'il va falloir avoir dans les directions financières. Et puis après, tu l'as dit aussi, c'est l'organisation. Il faut qu'on organise la transversalité entre les équipes ESG, finance, RH, pour justement organiser la transversalité dans les modèles, dans les états financiers, dans les reportings. Et puis le
concrètement, un troisième élément, c'est toute la partie système d'information qui va constituer les briques de base de la partie fonction finance. Et là, clairement, il y a cette transversalité également à organiser en termes d'outils et de données. Julien, on voit une montagne devant les directions financières. Si on doit séquencer et prioriser, par quoi tu commencerais ? Alors je pense que la grosse difficulté, c'est qu'il faut commencer un peu sur beaucoup de fronts. En revanche, je pense qu'il y a des sujets de court terme, des sujets de moyen terme et des sujets de long terme. Les sujets de court terme, ils sont évidemment réglementaires. C'est quels sont les impacts pour la prochaine clôture, pour les 2 prochaines clôtures. Il y a 2 grands sujets majeurs. La taxonomie verte européenne, il va falloir sortir ces ratios que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi il va falloir les sortir ? Des premières informations plutôt légères pour la fin 2021. À partir de 2022, ça se complique. Et en 2023, on a le scope complet des obligations taxonomie, si tout reste égal par ailleurs, parce qu'il y a encore beaucoup de transactions, de tractations sur ces sujets. Donc ça, c'est le court terme. Il faut produire les chiffres et être en conformité. Le deuxième niveau, le moyen terme, c'est que derrière ces chiffres, derrière tout ce pilotage que j'évoquais tout à l'heure, il y a un gros travail à faire sur la data ESG. Il y a un besoin de fiabilisation, il y a la standardisation qui va arriver, notamment au niveau européen, puisque l'EFRAG est en train de travailler dessus. Donc ce qui avant n'était pas standardisé, était chaque entreprise présentait ses informations ESG comme elle le voulait. Demain, ce sera beaucoup plus rigoureux. Donc il y a un besoin de travailler cette data ESG, avec derrière d'ailleurs un besoin de digitaliser cette information pour que ce soit utilisé plus directement par les investisseurs. Et puis le long terme, c'est la prise de recul sur tout ça et se poser la question sur finalement comment une entreprise crée de la valeur et comment une entreprise veut démontrer qu'elle crée de la valeur au-delà de la valeur purement financière. Et donc là, il y a des travaux très intéressants qui sont lancés sur les modèles multicapitaux, par exemple. Voilà, c'est questionner la création de valeur de l'entreprise. Pas que l'impact sur la valorisation, l'impact aussi, la façon dont l'entreprise mesure sa performance, la réflexion sur la mesure de la performance. Qu'est-ce que c'est qu'être performant ? Et donc cette réflexion de plus long terme, plus profonde, est aussi absolument essentielle. Et donc il y a bien, pour moi, ces 3 niveaux. Revenons au court terme, tu as parlé de data, Julien. Je me tourne vers Romain, spécialisé dans la transformation de la fonction finance et notamment dans les outils. Le marché des éditeurs est-il prêt ? On voit que sur Future of Finance, on a une quinzaine d'éditeurs et qui se positionnent plus ou moins sur le sujet. Est-ce que le marché des éditeurs est prêt, selon toi, pour sortir toutes ces datas dont vient de nous parler Julien ? Alors, déjà, il y a un contexte historique. C'est qu'aujourd'hui, on voit que c'est une fonction qui a été historiquement mal équipée dans la partie production de reporting, avec beaucoup d'Excel, beaucoup de choses qui étaient faites de façon artisanale. Là, tu parles spécifiquement sur les enjeux réglementaires de RSE. RSE, exactement. Ouais. Et évidemment, on le voit aujourd'hui, il y a une multitude d'acteurs, d'éditeurs qui se proposent sur ce marché ESG, avec des outils qui sont agiles, matures, user-friendly. Donc évidemment, on a très envie de les utiliser. Il y a juste un sujet, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui un seul outil qui va tout faire. On a des outils qui vont répondre à des besoins spécifiques. Julien parlait de taxonomie, de reporting, de consolidation, de projection, de simulation. À chacun de ces besoins, on va avoir un outil qui va répondre. Et donc, on a un écosystème quelque part à construire d'outils de pilotage, d'outils de suivi de la performance qu'il va falloir que les directions financières aident à construire. Et il n'y a pas, j'ai peur que nos amis qui nous regardent sur Future of Finance créent un peu d'anxiété sur est-ce qu'il va y avoir une consolidation, une convergence ? Quelle est ta conviction sur est-ce qu'il faut attendre ? Alors moi je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser ces questions-là, poussées évidemment par la partie réglementaire. Ensuite, on a une fonction finance aujourd'hui qui est déjà équipée avec pas mal d'outils. Et donc quelque part, il y aura, je pense, une réutilisation des outils existants qui aujourd'hui font très bien leur travail de récupérer de la donnée, de la retraiter, de la simuler, de la consolider. Et donc on va avoir à un moment ces outils qui vont être utilisés et donc une convergence à avoir entre les données ESG, RH et les données financières. Est-ce que tu penses notamment aux outils d'EPM particulièrement qui vont être au cœur du modèle ? Oui, alors les outils d'EPM auront leur rôle à jouer, clairement dans cet aspect de modélisation des nouveaux business models de l'entreprise
et de projection dans des business plans, dans des plans à 3 ans, autour justement de ces nouveaux indicateurs. Et est-ce qu'il y a des ambitions de collecter, identifier, puis traiter l'information au sein de l'ERP ? Alors, il y a effectivement ce type d'ambition, et on voit les acteurs historiques de l'ERP qui sont en train de se positionner dessus. Ouais. SAP Oracle, là, qui sont partenaires de Future of Finance, on peut les citer. Et on les salue évidemment. Oui, il y a ce sujet de mettre la donnée au cœur des ERP comptables. On aura la réponse dans quelques années, mais clairement, aujourd'hui, on a des éditeurs qui travaillent sur ce sujet-là. Bon, on voit qu'il y a quand même une différence entre l'urgence aujourd'hui et la maturité des outils. Quelques convictions pour conclure, Julien. Oui, je dirais qu'il y a sur l'aspect des outils, il y a 2 gros challenges très complexes pour les directions financières. Le premier, c'est le lien avec les comptes. Puisqu'on voit bien que financiers et ESG sont connectés, et donc il faut faire ce rapprochement, c'est ce qu'évoquait Romain à l'instant, avec éventuellement des acteurs qui suivent le reporting financier qui vont pouvoir... Le deuxième gros challenge, c'est le temps réel. C'est-à-dire qu'on est jusqu'à présent dans le reporting ESG sur un reporting souvent ex post, c'est-à-dire qu'on le fait en janvier, février, mars pour l'année qui vient de se passer. À partir du moment où vous avez des critères ESG qui rentrent dans le bonus des dirigeants, qui sont utiles pour savoir le coût du crédit que vous allez rembourser, effectivement, on ne va pas attendre la fin de l'année pour savoir si on est sur la bonne pente. Vous voyez, donc il y a un besoin de pilotage en continu, et donc ça veut dire repenser assez fondamentalement les outils de pilotage qui sont aujourd'hui en place, qui sont, comme Romain le disait, assez limités pour le moment. Un dernier point, Romain, peut-être ? Moi, je crois que les équipes de la direction financière ont envie de se projeter vers ces nouveaux sujets. Tu sens de l'enthousiasme par rapport aux entreprises que tu conseilles ? Oui, clairement. Il y a vraiment un sujet de sensibilisation des équipes avec des gens au sein de la direction financière qui veulent aider. On a eu une vague digitale il y a quelques années avec des gens qui ont été sensibilisés au digital. Ben voilà, on va vivre, je pense, à peu près la même chose avec les sujets verts. Bon, écoutez, oui. Oui, c'est un formidable challenge à la fois. Je pense que les directions financières le voient un peu comme la patate chaude qui leur arrive dessus, pour être très franc, au moins une partie d'entre elles. C'est ce qu'on voit un petit peu, absolument. En réalité, c'est une chance inespérée de repenser la fonction finance plus largement, de lui redonner du souffle et de l'utilité sociale, parce qu'il y a aussi, pour attirer les talents dans cette fonction finance, c'est aussi essentiel de l'enrichir. Et donc, je pense que c'est aussi un sujet magnifique à prendre en considération pour la fonction finance, mais de toute façon, elle ne va pas avoir trop le choix parce qu'on a besoin d'elle. Bon, je garde cette note d'optimisme pour conclure. Merci infiniment, messieurs. On ne manquera pas d'en parler sur cette 6e édition et puis tout au long de l'année au sein des différents cercles que l'on organise en marge de Future of Finance. On va passer au cas concret avec le groupe Bell qui nous présentera sa démarche et un outil Workiva qui se positionne, comme vient de le décrire Romain, sur le sujet. Merci, à tout de suite pour la suite. Allez, rebonjour, c'est parti. On rentre dans le détail. On va décrypter des exemples et on va se projeter dans une ambition particulièrement en avance. Pour parler du sujet et rentrer dans des exemples concrets, on a la chance d'avoir Frédéric Ménard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qui est Chief CSR and Finance Officer du groupe Bell. Je laisserai Frédéric présenter le groupe Bell. Ce n'est pas que des fromageries, il y a notamment les pommes-potes. Et Nicolas Le Tavernier, directeur commercial France de Workiva, notre partenaire sur cette opération, évidemment, lorsqu'on parle de reporting. En duplex, Nicolas, salut. Bonjour Loïc, bonjour tout le monde. Tu nous entends bien ? Je vous entends très bien. C'est parfait. Bon, Frédéric, je disais qu'on avait la chance de t'avoir parce que moi, je trouve que le groupe Bell est particulièrement en avance dans cette dynamique. Tu peux nous rappeler un peu l'objectif et l'ambition des reporting RSE. Quels changements en cours et à venir vous avez face à vous ? Alors bonjour à tous. En 3 mots, le groupe Bell, quand même, puisque tu m'as demandé de le présenter. Donc le groupe Bell, c'est un groupe qui est un groupe familial, 150 ans d'histoire, connu pour ses marques emblématiques que sont Vache qui rit, Pommes-Potes, Kiri,
et qui en fait globalement ambitionne d'être le leader du snacking le plus sain possible et qui globalement a une feuille de route stratégique qui vise à combiner le meilleur de la protéine animale et de la protéine végétale, donc en fait de la protéine laitière jusqu'aux fruits et aux végétales. De la vache qui rit à la compote. Bon, pourquoi je disais que vous étiez particulièrement en avance. Tu peux nous rappeler le projet, l'ambition ? Alors, par rapport à la question de savoir quelle est l'utilité et les fonctions en fait, des reporting RSE, je dirais qu'il y a principalement 3 fonctions, 3 utilités. La première, c'était la fonction historique de ces reporting. Elle visait globalement à amener de la transparence. Et derrière ce mot transparence, il y a globalement 2 enjeux. Le premier, c'est de mesurer l'impact en fait, de l'entreprise sur ses dimensions environnementales, sociétales et autres. Et le deuxième enjeu, c'est d'évaluer en fait, les progrès sur ces dimensions-là. Donc ça, c'est le premier. D'évaluer cette transition. D'évaluer la transition et les démarches de progrès. Ça, c'est la première utilité. La seconde utilité, c'est de donner de la visibilité sur ces notions-là aux parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les investisseurs, les financeurs, les clients, les consommateurs, voire les partenaires, parce qu'en fait, il y a une appétence de plus en plus grande sur ces sujets-là. À titre d'exemple, moi, je suis convaincu personnellement qu'il sera de plus en plus difficile pour les entreprises d'avoir accès à la liquidité, de pouvoir se financer, si elles ne sont pas capables de montrer en transparence leur impact avec des indicateurs qui soient fiables et d'avoir des engagements concrets et agressifs d'amélioration de leur impact. Ça, c'est pour le deuxième pan d'utilité. Le troisième enjeu, troisième utilité, c'est une nouvelle utilité. Elle est plus récente. Je pense que c'est une vraie évolution. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire chez Bell. Ça vise en fait tout simplement de passer d'une évaluation a posteriori des résultats, comme je le disais tout à l'heure, à quelque chose qui soit très proche, qui soit en fait un pilotage dynamique des voies de progrès, avec donc une mesure plus rapide, plus courte, avec des fréquentiels effectivement plus rapprochés, idéalement tous les mois, comme les résultats financiers. Et là, c'est pour agir. Hyper intéressant. Nicolas, tu as entendu ce que disait Frédéric. Toi, qu'est-ce que tu observes en termes de tendance ? Ouais. Déjà, deux mots peut-être également sur Workiva, donc qui est le leader aujourd'hui mondial du reporting connecté. Donc on y reviendra un petit peu plus tard peut-être. C'est au cœur du sujet, effectivement. En tant qu'éditeur, en tant que plateforme et éditeur de logiciels, on observe, nous aussi, de grandes tendances du marché liées à l'ESG. Je dirais déjà une première chose, c'est que ce que l'on constate, c'est qu'il y a différents niveaux de maturité liés au sujet de l'ESG sur le marché, en fonction des secteurs d'activité, en fonction des compagnies, en fonction des entreprises. Évidemment, le groupe Bell a une certaine avance dans ce domaine, comme c'est le cas d'ailleurs certainement dans le secteur de l'agroalimentaire d'une manière générale. Aujourd'hui, le sens, pour répondre à ta question Loïc, le sens du reporting RSE, aujourd'hui, si on dresse un constat, malgré l'avance de certains groupes dans le domaine, on constate finalement un véritable challenge qui est que les investisseurs, les actionnaires aujourd'hui ont des difficultés pour accéder à l'information autour des sujets ESG et surtout des informations qui sont dites comparables, qui sont dites pertinentes et fiables. Et de l'autre côté, on va aussi avoir l'enjeu de l'émetteur ou du préparateur qui lui aussi va se retrouver dans un environnement, dans un écosystème de référentiels qui peut vite être très difficile à s'y retrouver. C'est-à-dire, je m'explique, l'EFRAG, qui a été mandaté par la Commission européenne pour repenser le reporting RSE, justement, a compté dans le monde une centaine de référentiels sur les sujets ESG. Donc vous imaginez à quel point pour un préparateur ou pour un émetteur, ça peut être difficile de savoir sur quel standard s'appuyer. Donc le reporting RSE aujourd'hui et à venir, tel qu'on peut l'imaginer, c'est finalement la même chose que le reporting financier depuis des dizaines d'années, c'est faire le lien entre l'émetteur, le préparateur et l'investisseur et l'actionnaire, et surtout de permettre finalement d'orienter les flux financiers vers des activités à impact positif pour le changement climatique et les sujets de ESG de manière générale. Donc c'est fondamental, c'est un enjeu stratégique, politique, évident.
dont tout le monde parle aujourd'hui et qui se concrétise réellement aujourd'hui, même si effectivement beaucoup de groupes avaient déjà beaucoup d'avance sur le sujet, et notamment sur des sujets de pilotage au quotidien liés à des sujets d'ESG, comme peut le faire le groupe Bell, évidemment. Justement, si on revient sur le groupe Bell, une question non prévue. Frédéric, tu es Chief CSR and Finance Officer. Alors, quel est le rôle de la fonction finance sur ces sujets de reporting RSE? Quel est le rôle de la direction RSE? Alors oui, c'est une décision chez Bell qui a été poussée par notre CEO, Antoine Févé, effectivement de combiner globalement dans les deux départements finance et RSE au sein d'une même direction. Tout simplement parce qu'en fait, on est convaincu, et c'est un peu une transition vers la question que je pense que tu allais me poser sur la partie effectivement est-ce qu'il faut opposer ou pas les deux dimensions financières et extra-financières. Et notre conviction chez Bell, c'est qu'il ne faut pas les opposer. Au contraire, elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires. Donc, la complémentarité entre reporting financier et reporting extra-financier, entre le pilotage RSE et le pilotage des indicateurs tels qu'on a l'habitude de les avoir dans nos outils de reporting tels que l'on a dans Workiva. Absolument. Donc en fait, les deux dimensions sont complémentaires, elles s'alimentent l'une et l'autre pour créer un cercle vertueux. Pourquoi ? La profitabilité de l'entreprise, elle permet de dégager des marges de manœuvre pour l'entreprise pour financer des projets d'amélioration sur les dimensions de responsabilité, impact environnemental, impact sociétal et autres. Avoir des démarches d'amélioration de responsabilité, donc de ces impacts-là, à nos yeux, c'est la seule voie possible pour garantir la pérennité du modèle économique. De la capacité à continuer à créer de la valeur et de pouvoir justifier auprès du consommateur, auprès de l'écosystème, de continuer à consommer des ressources naturelles qui vont devenir de plus en plus rares et de plus en plus chères, surtout si elles sont carbonées. J'ajoute qu'il y a un avantage compétitif globalement à travailler sur les deux dimensions. Je vais donner quelques exemples. Le premier exemple, un avantage compétitif. Un avantage compétitif. Quand on a des démarches globalement visant à améliorer notre impact, pour avoir un impact positif en fait, sur l'écosystème, ça permet par exemple d'instaurer un nouveau dialogue, une nouvelle relation en fait, avec nos clients qui sont nos distributeurs. Parce que nous sommes donc l'amont de ces distributeurs, donc nous sommes à la fois une partie du problème, donc une partie de la solution, si eux aussi veulent travailler sur leur impact. Donc si on amène des solutions, on peut commencer à créer effectivement des relations beaucoup plus riches qui peut nous amener à devenir en fait le fournisseur privilégié de nos distributeurs, et c'est déjà le cas avec certains, et je pense qu'on va continuer à avancer dans ce sens-là. Deuxième exemple, tout simplement les consommateurs. On a vu qu'il y a une appétence grandissante sur le sujet auprès des consommateurs. Si on est capable d'amener des éléments de différenciation sur ces sujets-là, mécaniquement, on devient plus compétitif. Et le dernier élément que je voudrais mentionner, parce qu'il n'est pas des moindres, c'est que c'est également un facteur d'engagement. C'est un vrai levier d'attractivité et de rétention. Collaborateurs, rétention, attractivité des talents et fierté des collaborateurs. On a beaucoup parlé au sein de Future of Finance, comment redonner du sens à la fonction finance. Tu es en train de nous dire que ça y est, c'est une voie qui est clairement affichée et tracée. Oui, et pas que pour la fonction finance, je pense que c'est pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise d'ailleurs. Et Nicolas, un point de réaction déjà sur ce qui vient d'être dit avant d'avancer. Je peux que acquiescer, hein, et simplement ça devrait refléter également avec ce que dit Frédéric. C'est ma conviction, c'est pour travailler avec les directions financières maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années. J'ai toujours vu les directions financières être au centre des changements dans l'entreprise. Et là, aujourd'hui, avec le reporting RSE, que ce soit, une nouvelle fois, comme le dit Frédéric, d'un point de vue business et gestion de la performance de l'entreprise comme réglementaire, on est face à un changement majeur. Et c'est lorsqu'on se retrouve face une nouvelle fois à un changement majeur et urgent que la direction financière doit prendre pleinement la mesure et orchestrer ce changement. C'est le cas une nouvelle fois. Je reviens sur quelques éléments réglementaires, mais avec la Corporate Sustainability Reporting Directive qui a été votée le 21 avril 2021, beaucoup de similitudes apparaissent avec le reporting financier tel qu'il est fait depuis de nombreuses années.
ça va être le même format électronique dit HTML, ça va être la même nécessité d'être vérifié par un tiers, ça va être également... Et notamment les commissaires aux comptes. Comment ? Et notamment les commissaires aux comptes. Exactement. Donc en fait, finalement, tu as tellement de similitudes aujourd'hui dans cette réglementation entre le reporting RSE et le reporting financier qu'il est évident qu'on ne peut plus du tout opposer l'extra-financier au financier. À ajouter cela, bien entendu, le fait que de toute façon, la direction financière, c'est le squelette de l'entreprise. C'est un squelette qui avance, qui bouge et qui accompagne le changement des entreprises de manière bien plus importante qu'on ne peut l'imaginer d'un point de vue de l'extérieur. Donc c'est passionnant, ça va être passionnant, comme le dit Frédéric, pour l'ensemble des employés de l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble des directions financières, de fusionner autour d'un process commun avec ces enjeux de ESG. Frédéric, avec Nicolas, est-on en train de décrire un monde idéal, une vision? Ça a l'air facile quand on vous écoute tous les deux. Quelles sont les difficultés, les challenges? Quels sont les verrous que tu as dû relever, Frédéric? J'entends quand même qu'en point de départ, il y a eu un CEO qui a donné cette vision. En tout cas, un sponsoring fort. Ah oui, il y a toujours au démarrage une volonté qui est là, qui est portée, animée par un CEO, par un directeur général ou par un comité de direction. Derrière cette vision, elle doit s'ancrer sur la stratégie, donc c'est une première étape. La deuxième étape qui est importante, c'est que il faut construire après une feuille de route RSE. Ouais. Cette feuille de route, elle doit être concrète. Elle doit s'ancrer là aussi sur les principaux enjeux de l'entreprise. Et puis, une fois qu'on a cette feuille de route, on peut passer donc de la dimension stratégique à la dimension opérationnelle. Et c'est là que combiner les forces vives et RSE et finances, ça fait tout son sens, parce qu'il y a un vrai savoir-faire au niveau des directions financières pour globalement animer la performance, à la fois dans la capacité à créer des indicateurs, à les collecter, à les automatiser. C'est le cœur de métier. C'est le cœur de métier de faire parler le chiffre et d'automatiser la production du chiffre. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller vers une capacité à faire parler le chiffre et à faire un lien avec les actions pour aller animer les voies de progrès. C'est exactement ce qu'on est en train de faire chez Bell, dans la mise en œuvre d'un outil pour piloter notre empreinte carbone. Et là, si j'avais un conseil à donner, ce serait de ne pas du tout chercher à avoir une solidification, une fiabilité de la data à 100%. Nous, on assume au démarrage de ne pas être à 100%, on est à 90, 95%. Moi, ça me va très bien, j'assume ça, parce que ce qui est intéressant... Les équipes finances l'acceptent ? Les équipes finances, non seulement l'acceptent, mais globalement vont le faire vivre. Et ce qui va se passer, c'est que, on va être orienté action, on va faire parler le chiffre, mais pour le faire le lien, encore une fois, avec des voies de progrès. Et puis, de toute façon, on va solidifier cette donnée, cette data, en parallèle, au fur et à mesure, en convergeant et en rapprochant les prévisions et le réel. Ça vient s'opposer quand même à la culture d'une direction financière et de la réalité du chiffre juste. En fait, je pense que la question du rapprochement et de l'équilibre entre les deux dimensions, elle est clé. Alors ça, c'est un chemin. Je ne vais pas te dire que c'est facile. Ce qu'on essaye de faire chez Bell, c'est de faire en sorte que chaque personne qui doit prendre une décision dans l'organisation puisse prendre cette décision à la fois au filtre des critères financiers, mais pas que, au filtre des critères financiers et aussi au filtre des critères d'impact et de responsabilité. Je vais prendre un exemple, parce que je pense que c'est bien d'être concret dans ce genre de configuration. Depuis quelques mois, toutes les décisions d'investissement, en fait, elles sont prises bien sûr avec une étude classique de retour sur investissement financier, ça c'est standard. Le business case. Voilà, le business case. Mais en même temps, on a mis en place une matrice d'évaluation des impacts environnementaux, sociétaux, qui globalement, avec un grand nombre de critères, des critères obligatoires, des critères additionnels, qui vont toucher tous les piliers de notre stratégie de la ferme à l'assiette, et qui vont nous permettre d'avoir globalement une mesure globale de l'impact et de mesurer la cohérence de l'investissement au prisme de notre volonté d'impact positif. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas que la mesure pour la mesure, c'est d'avoir le moment de conversation avec les équipes opérationnelles pour identifier les voies de progrès en termes d'impact, d'amélioration, encore une fois, des sociétaux, environnementaux, et de les inclure dès le démarrage du projet s'il est validé, pour effectivement avoir une certitude d'impact également positif à ce titre-là. Et dans les faits, la pondération entre la dimension financière et la dimension responsable, la pondération de ces critères? Il n'y a pas de pondération, en fait. Je pense qu'il faut globalement combiner les deux et marier les deux. Ce qui est intéressant, ce que je comprends au-delà des critères, c'est plutôt le fait d'avoir une discussion constructive sur la base de ces chiffres, ces nouveaux chiffres.
rapportés par la direction financière et par cette dimension qui vous intéressent. Oui, et puis en fait, il ne faut pas le voir que dans une dimension de on a des contraintes et il faut globalement les lever. Je pense que ça peut aussi être une opportunité. On a la même typologie d'approche de filtres financiers et extra-financiers pour nos innovations produits, et ça peut amener des idées d'innovation. On a lancé récemment une nouvelle recette vache qui rit 4 essentiels au Maroc, en Algérie, en Égypte. Le point de départ, ça a été l'identification de carences alimentaires dans les populations locales. Et on cherche toujours à globalement répondre aux attentes des organismes de santé locaux et mondiaux, l'OMS. Et globalement, donc là, on voit bien qu'en essayant de répondre avec un impact positif, on a une nouvelle idée d'innovation produit et ça permet effectivement d'avoir de l'impact. Donc on voit bien que prendre en compte les impacts, les mesurer et les mettre en œuvre, c'est possible. Nicolas, on poursuit le point opérationnel lancé par Frédéric. Comment Workiva peut opérationnellement, de manière tangible, accompagner les directions financières dans ce contexte pour relever les défis dont on vient de parler ? Un petit peu comme on vient de le dire, Workiva et les entreprises clientes de Workiva, d'une manière générale, vont très vite saisir ce reporting comme une opportunité. Donc une opportunité à des fins de pilotage, très clairement, avec les exemples très concrets de Frédéric, c'est assez passionnant, mais aussi une opportunité à des fins de digitaliser tout simplement ce processus. Donc Workiva, qu'est-ce que l'on sait bien faire ? Nous, on va savoir venir simplifier un processus de reporting interne ou externe à l'entreprise qui est bien plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. Une fois que ce processus est digitalisé et simplifié, ça va permettre finalement aux équipes opérationnelles justement de venir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, des tâches, des actions stratégiques, et Dieu sait si le reporting autour de l'ESG à des fins de l'interne de l'entreprise comme externe de l'entreprise est stratégique et nécessite des opérations qui soient pleinement concentrées sur ces sujets-là. Donc Workiva va finalement venir automatiser l'ensemble du processus, de la collecte de la donnée jusqu'à la production du reporting. Oui. Pour avoir cette plateforme unique, reporting financier et extra-financier ? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, je pense, d'un point de vue technologique, il n'y a aucune contrainte avec une plateforme telle que Workiva pour faire travailler l'ensemble des contributeurs au sein d'un processus commun. Que ce soit, c'est l'avantage d'avoir une plateforme qui est née dans le cloud, qui est bien née, qui est scalable et qui permet, avec toute l'ergonomie qu'elle peut proposer, de faire travailler des contributeurs divers et variés au sein d'un processus commun. De la même manière, des données structurées ou non structurées, dites financières ou non financières également, c'est très facile avec ce type de plateforme de venir la collecter, l'organiser et ainsi permettre de définir les KPI, comme Frédéric le présentait très bien, et pouvoir ainsi travailler sur ces KPI à des fins de mise en place d'actions en interne dans l'entreprise, mais aussi à des fins de communication externe à l'entreprise. De la même manière, vous allez être aussi en mesure de mettre en place les référentiels dans la plateforme. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il existe un grand nombre de référentiels possibles. Des groupes mettent en place leurs propres référentiels. Demain, ça va se standardiser, ça va se simplifier, bien entendu, pour permettre cette comparabilité entre les différents émetteurs. Et ce référentiel ou ces référentiels sont maintenus dans la plateforme par Workiva. Une nouvelle fois, pour le bénéfice des parties prenantes au processus, pour se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée et bien entendu aller vers l'action dans l'entreprise, vers l'action, vers le changement. Bon, un point à rajouter, Frédéric, une recommandation pour conclure ? Non, je pense que la principale recommandation, c'est celle que je voulais partager tout à l'heure, c'est-à-dire il faut accepter de ne pas être parfait au démarrage. Vraiment, le plus important, c'est d'ancrer dans l'opérationnel le sujet et de le faire vivre pour être orienté action. Moi, je retiendrai quand même cette notion d'opportunité. Vous avez évoqué tous les deux les bénéfices d'opportunité, de sens pour la fonction finance. Merci infiniment, Frédéric. Merci Nicolas. Je pense que
On va en reparler au sein de Future of Finance, évidemment. Future of Finance continue. On se retrouve le 22 et 23 novembre. On va vous proposer quelque chose d'unique. C'est un modèle de deep dive, de démonstration de solutions innovantes en quelques clics pour vous aider à décrypter, déchiffrer et vous retrouver dans cette jungle des éditeurs de solutions. 45 minutes de démonstration en fonction de vos enjeux et de vos préoccupations. Merci de nous avoir suivis. On reste connecté donc sur futureoffinance.fr et sur Bismart, évidemment. Merci beaucoup. Bye.